Section 3 de À travers les régions de France. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sandra Schmidt. À travers les régions de France, par Georges-François Renard. Section 3 Bas-Languedoc et Roussillon. Suivant aujourd'hui le littoral de la Méditerranée, depuis le delta du Rhône jusqu'à cette gigantesque muraille des Pyrénées qui sépare la France de l'Espagne. Nous traversons une large plaine encerclée de montagnes modérées qui fut jadis le Bas-Languedoc et qui se relève brusquement avec les vallées abruptes du Roussillon. Au premier abord, c'est, semble-t-il, une autre Provence, disposée seulement en ordre inverse, des oliviers et des amandiers où crissent les cigales, des chênes verts et des chênes lièges, et même des recoins abrités où fleurit l'oranger. Des fruits en abondance, des vignes, des fleurs où les abeilles puisent le miel, qui est une des gloires de Narbonne, des rivières courtes qui ont des allures de torrents, l'Hérault, l'Aude, le Tête, le Tech, et quand on remonte les routes poudreuses qui mènent vers les hauteurs, de grands troupeaux de moutons, des pasquiers ou paquis, sillonnés de canaux d'irrigation. Comme en Provence encore, des souvenirs grecs, romains, sarrasins, Sète et Agde furent des colonies helléniques. Le cap de Leucate doit à la langue d'Homère son nom qui dit la blancheur de ses rochers. Port-Vendre, Aigues-Mortes, Elne, qui vit Hannibal en route pour la conquête de l'Italie, les termes déjà fréquentés au temps où la Provence s'appelait la Narbonnaise, la langue qui se parle dans les campagnes, tout rappelle que le peuple roi a passé et régné par là. Des tours du mort éparses çà et là, des édifices, des églises même, qui ont quelques traits de l'architecture arabe, disent aussi que ce fut un champ de bataille entre chrétiens et musulmans. Et pourtant non, nous ne sommes plus en Provence. La côte inhospitalière, au lieu de se découper en criques rocheuses qui offrent des abris aux bateaux, est ourlée d'étangs et de marais malsains. Le sable, les alluvions, la modifient incessamment. Les ports d'autrefois, comme Aigues-Mortes où Saint-Louis s'embarqua pour la croisade, sont à l'heure qu'il est en pleine terre. Narbonne a vu envahir par la vase ses bassins où abordaient les vaisseaux. Des îlots escarpés ont été rattachés au continent. Le sel et le salicore, qui a fourni longtemps la soude aux verreries de Venise, sont les maigres récoltes de ce rivage changeant. Puis l'air, les produits du sol, l'esprit même de la population ont je ne sais quoi de moins léger, de plus robuste, de plus violent que dans la région provençale. Les vins y sont plus forts, plus épais, plus colorés, presque noirs parfois. Le raisin du Roussillon tache les mains comme le sang. Blanquette de Limoux, muscat de Lunel et de Rivesaltes, vin cuit de Frontignan et de Bagnoul portent aisément à la tête, tant ils sont riches en alcool. N'était-il pas du pays, ce médecin et alchimiste du XIIIe siècle, Arnaud de Villeneuve, qui propagea par le monde comme un remède à toutes les maladies cette liqueur ardente et dangereuse qu'il baptisait eau-de-vie. Ses compatriotes n'ont pas rompu avec sa tradition. Pas de région en France où les vignes occupent plus d'espace, où les bouilleurs de cru soient plus nombreux, les distilleries plus actives. Nous sommes bien dans une contrée qui a son caractère personnel. Des forces souterraines, volcaniques, y agissent toujours. Je n'en veux d'autre preuve que la profusion des eaux thermales, Balaruc, le Vernet, le Boulou, la Preste, Amélie-les-Bains. Agde-la-Noire est bâtie avec les laves d'un volcan éteint. Sur plusieurs points affleure le bitume, l'asphalte. Qui donc a dit que la France a dans les parages de Collioure sa petite Judée? Voici qu'on veut en faire la côte vermeille, rivale à venir de la côte d'Azur. Mais les villes n'y ressemblent pas à ces nids de riches oisifs qui sont tant de bourgades provençales. Sauf Béziers, la bien située, Aigues-Mortes, la bien conservée, et Carcassonne, dont la cité fortifiée vous donne une si nette vision de Moyen-Âge, elle n'attire guère jusqu'ici les touristes. Ce sont des ruches plus laborieuses que coquettes. On y travaille la laine, les peaux, les vins. Narbonne, déchue de sa splendeur romaine et archi-épiscopale, et qui a formé par endroits ses murs de bas-relief et de pierres tombales,
présente un aspect plus commercial qu'artistique. Les idées ont pourtant soufflé sur le pays en tempête. Au temps des Albigeois, au temps de la Réforme, les querelles religieuses y ont flambé de toute leur ardeur. Montpellier, l'héritière de l'antique Maguelone, centre savant de la région, siège d'une université 6 fois séculaire, séjour de médecins juifs et arabes qui apportaient à l'Occident les découvertes et les rêveries de l'Orient, a senti longtemps le fagot. Raffineuse de soufre, fabricante de verre de gris, de produits chimiques et pharmaceutiques, d'élixirs et de poisons, elle fut un foyer d'opinions et de pratiques mal vues qui avaient un vague parfum d'hérésie, voire de sorcellerie. Elle a été naturellement féconde en médecins et en chirurgiens illustres, la Peyronie, Barthès, l'éditeur responsable de la théorie vitaliste. Elle le fut aussi en artiste, Vien, le plus connu, dont Louis David, son élève, fut peut-être le meilleur ouvrage, est enterré au Panthéon. Le musée Fabre qu'elle possède peut passer pour un des mieux peuplés de la province française. Elle a aussi donné naissance à des politiques avisés et fins. L'endormeur cardinal Fleury, le versatile Cambacérès, le bon administrateur et l'agréable littérateur Daru, l'habile financier de la Révolution, Cambon. En général, les esprits vifs et les caractères passionnés que tente la vie publique abondent aux alentours. Pélisson et Méran sont natifs de Béziers. La famille des Cheniers est originaire de Limoux. Roucher, le poète émois, qui fut conduit à l'échafaud sur la même charrette que son confrère et ami André, était de Montpellier. Fabre d'Églantine, l'inventeur du calendrier républicain et l'auteur de Il pleut bergère, naquit à Carcassonne. Comme Armand Barbès, que Prudhon surnomma le Bayard de la démocratie. Le XVIIIe siècle me paraît avoir été l'époque où les hommes remarquables ont le plus vigoureusement poussé sur ce sol vigoureux. En ce pays de pensée hardie et volontiers frondeuse, la dévotion devient de bonne heure assez gaillarde. S'il en faut croire ces vers de Lefranc de Pompignan, visitant en 1740 l'abbaye de Villemain, près de Pézenas. Nos moines sont de bons vivants, l'un pour l'autre fort indulgents, ne faisant rien qui les ennuie, ayant leur cave bien garnie, toujours reposés et contents, visitant peu la sacristie, mais quelquefois, les jours de pluie, priant Dieu pour tuer le temps. Certes, le pays est bien français, mais il tient à l'Espagne qu'il regarde et d'où lui vient le tiède autant. Montpellier fut sujette des rois de Majorque, le Roussillon suivit les destinées de la Catalogne. Perpignan, dans le dédale de ses petites rues fraîches, a de ci et de là des apparences mauresques. Si le portraitiste Rigaud, qui est un de ses enfants, brilla dans la cour de Louis XIV et de Louis XV, Solé, le sculpteur qui a décoré ces églises, était de Barcelone. Les 7 frères Arago, nés dans le voisinage du bourg d'Estagel, rappellent par leur nom même que l'Aragon n'est pas loin. Je ne dirais point qu'il n'y a plus de Pyrénées, mais le Val d'Andorre, cette petite république d'opéra comique, sert de trait d'union entre les 2 langues et les 2 nations. Et ce n'est pas le seul point où la barrière soit entre elles incertaine et fragile. Au pied du Canigou, qui se dresse à 2785 mètres, des passages s'abaissent jusqu'à 290 mètres. Bergers et moutons, contrebandiers et chasseurs vont aisément d'un versant à l'autre. Il y a toute une vie pastorale et primitive qui se soucie peu des frontières politiques. Puis Cerda, la capitale de la Cerdagne espagnole, n'est qu'à 2 kilomètres de la ligne idéale qu'ont tracée les traités. Mais ces facilités à franchir le mur pyrénéen sont contrebalancées par le débouché que le Languedoc trouve vers la vallée de la Garonne. Par le col de Naurouze, à 190 mètres seulement d'altitude, le bassin de la Méditerranée communique avec celui de l'océan. C'est par ce couloir qu'ont défilé les peuples allant du nord au midi et du midi au nord. C'est par là que grimpe la route et le chemin de fer menant de Narbonne à Toulouse et à Bordeaux. C'est par là que Paul Riquet, ou Riquetti, un ancêtre de Mirabeau, a frayé sa voie au canal des 2 mers, qui joint le Rhône à la Gironde, un canal bien étroit et trop peu fréquenté, mais qui pourrait, le jour où les capitaux français cesseront de courir les aventures à l'étranger pour se rabattre sur les entreprises nationales, devenir une large coupure de ce qu'un vieux géographe appelait l'isthme gaulois, un précieux raccourci
offert aux vaisseaux allant de l'Atlantique à la Méditerranée. C'est par là aussi que le Languedoc se rattache au mouvement français. C'est par là que nous passerons à notre tour pour continuer notre voyage. Fin de la section 3.